Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis en direct, il est 17 h exactement et nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et nous sommes réunis jusqu'à 19 h pour une troisième émission sur les voix dissidentes qui luttent contre l'ukraïnisme. Donc, si vous avez vu les émissions précédentes la semaine dernière, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités francophones, la plupart du temps françaises, mais en tout cas francophones, et qui vous donnent une vision différente des événements qui se passent en Ukraine depuis l'opération spéciale que Vladimir Poutine a lancée dans l'est de l'Ukraine le 24 février 2022. Et le but de ces émissions est donc de contrer le narratif ukrainiste, et j'ai trouvé ce mot pour qualifier ce narratif basé sur des mensonges et des omissions. Donc j'ai trouvé ce mot parce que ça m'a semblé la même stratégie de propagande mensongère que pour le covidisme, qui, vous le savez bien, nous a pourri la vie depuis le printemps 2020, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays occidentalisés, parce que dans le reste du monde, il n'y a pas eu la même hystérie basée sur des mensonges. Et donc, ce que j'appelle l'ukraïnisme, c'est l'imposition de ce narratif mensonger à la population, dans les médias de grand chemin, évidemment. Et donc, j'ai eu envie de vous montrer des personnes qui parlent français et qui ont réfléchi sur le sujet, ou qui ont fait des recherches sur le sujet, ou qui sont allés sur le terrain, et qui donc nous donnent des informations que vous n'avez pas dans les médias de grand chemin. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté Piotr Tolstoï, qui est le vice-président de la Douma en Russie. Je vous ai présenté aussi une journaliste indépendante française qui est allée dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine depuis 2016, qui s'appelle Christelle Néant, et qui a fondé un média qui s'appelle Donbass Insider. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un autre journaliste français qui s'appelle Paul Morera. Donc, je vous en ai déjà parlé dans les deux émissions précédentes, parce que Paul Morera a fait en 2015 un documentaire sur la révolution Euromaïdan, la soi-disant révolution spontanée et populaire et sans violence, qui s'était passée dans l'hiver 2013-2014. Donc aujourd'hui, vous allez entendre deux extraits d'entretien avec Paul Morera, qui tous deux datent de 2016. Et puis, j'ai prévu, si j'ai le temps, parce qu'il ne faut pas que je dépasse 19 h, l'heure à laquelle Lilou commence son apéro. Donc, normalement, dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, je vous diffuserai en direct le documentaire donc, de Paul Morera qui s'appelle « Les masques de la révolution ». Voilà. Donc, je dis un petit bonjour à Sandrine, parce qu'elle est dans la Marne, et puis elle m'a envoyé un texto pour me remercier de ses émissions, qu'elle a trouvées intéressantes. Et vraiment, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est que vous trouviez ces émissions intéressantes, que ça vous apprenne des choses, et que ça vous apprenne à réfléchir autrement, et à apporter des contradictions à des personnes qui sont tombées dans la russophobie depuis plusieurs années. Voilà. Et comme d'habitude, eh bien, je vais vous mettre en générique de début et en générique de fin, je vais vous mettre des versions différentes de l'hymne national de Russie. Et aujourd'hui, j'ai choisi deux versions qui vous montrent la diversité des populations qui vivent dans la Fédération de Russie, et notamment des costumes de ces populations. Alors évidemment, la première vidéo que vous allez voir dans ce générique de début, elle est assez folklorique, bien sûr, mais quand même, je trouvais intéressant de montrer la diversité des populations qui vivent dans la Fédération de Russie. Voilà, donc c'est parti pour le générique de début, et puis on se retrouve après pour écouter Paul Morera. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна.
грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Et voilà, donc c'était cet hymne national de Russie qui vous montre la diversité des populations et des costumes effectivement folkloriques, mais bon, ça fait aussi partie de la culture d'un pays. Donc, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à ce journaliste français qui s'appelle donc Paul Morera. Et en fait, on a presque le même âge puisqu'il est né en 1961, donc il a 61 ans. Et Paul Morera, on peut le qualifier comme de journaliste indépendant. Et en 2015, donc je vais vous passer tout à l'heure, tout de suite, je vais vous passer donc un entretien qu'il a eu en 2016 avec la chaîne Thinkerview, dans laquelle il va se présenter un petit peu. Mais sachez déjà que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas comment dire, qui a quand même un cerveau, qui réfléchit, qui essaie de présenter les choses de la façon la plus objective possible. Et il n'est pas comment dire, il n'est pas dans les merdias de grand chemin parce que il ne fait pas partie d'un journal qui est subventionné par des milliardaires ou par des grands groupes. Et notamment, en 2015, eh bien, il avait participé à un livre qui s'appelle « Informer n'est pas un délit ». Vous voyez, il y avait 16 journalistes qui avaient participé à l'écriture de ce livre. Et en fait, ce livre qui était paru donc en septembre 2015 était destiné à dénoncer les nouvelles censures qui empêchent des journalistes indépendants ou pas d'exposer la vérité sur des affaires sensibles. La plupart des affaires sensibles à laquelle se heurtent les journalistes, ce sont soit des affaires économiques, soit des affaires politiques. Et donc, dans ce livre paru en 2015, les 16 journalistes dont vous voyez les noms à l'écran avaient écrit un chapitre pour relater la façon dont il et elle s'étaient trouvés en but à des volontés de les censurer dans les affaires que il et elle étaient en train d'exposer ou sur lesquelles ils étaient en train de faire des recherches. Voilà. Et donc, Paul Morera, avec un journaliste de Mediapart qui s'appelle Fabrice Arfi, qui est plutôt spécialisé dans l'investigation économique. Donc, ils avaient dirigé ce livre sur la nécessité de lutter contre les nouvelles censures dirigées contre les journalistes d'investigation. Alors, évidemment, Monsieur Morera et Monsieur Arfi, 5 ans plus tard, 5 ans après la parution de cet article, de ce livre, eh bien, je suis persuadée qu'ils n'ont absolument pas vu dans le traitement du covidisme en France et dans les autres pays occidentalisés, ils n'ont absolument pas vu une sorte de censure ou ils n'ont pas vu la propagande médiatique. Parce que quand j'ai préparé cette émission, je n'ai absolument pas entendu Monsieur Morera dénoncer la façon dont le covidisme avait été présenté dans les médias de grand chemin. Mais bon, on ne peut pas être parfait. Et en tout cas, pour le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire le traitement du conflit russo-ukrainien, eh bien, Paul Morera a fait son travail en 2015, justement, c'est-à-dire un an après la soi-disant révolution spontanée et populaire qui s'est passée à Kiev, en Ukraine, à l'hiver 2013-2014, et qui a abouti à la destitution
anticonstitutionnel du président Yanukovych le 23 février 2014, eh bien Paul Moreira, il a fait son travail parce qu'il était sur place pendant les manifestations sur la place Maïdan à Kiev, et c'est là qu'il s'est aperçu que il y avait quand même des manifestants, et plus précisément des groupes de manifestants qui avaient des insignes un peu bizarres, qui avaient un comportement un peu patibulaire, et donc il s'est intéressé à ces groupes et il a fait donc ce reportage, ce documentaire de 52 minutes qui s'appelle Ukraine, les masques de la révolution, et que je vais vous montrer, donc que je vous diffuserai en entier dans la seconde partie de l'émission. Mais pour l'instant, je vais vous passer donc un petit extrait d'une entrevue avec Paul Moreira, donc en 2016. Donc il va d'abord se présenter, c'était une entrevue sur la chaîne Thinkerview, et ensuite vous allez avoir un petit extrait aussi lorsqu'il parle avec une journaliste de France Info, justement après la diffusion de son film documentaire qui a suscité pas mal de critiques de la part de ses collègues journalistes. Voilà, donc c'est parti pour le premier extrait, pour écouter Paul Moreira, qui va d'abord se présenter et qui va ensuite nous présenter comment il a vécu la réaction de ses collègues à son film Ukraine, les masques de la révolution. C'est parti. Ça fait 25 ans maintenant que je suis journaliste, un peu plus même, et j'ai commencé par faire du grand reportage, par partir loin, parce que je maîtrisais quelques langues. Et puis petit à petit, je ne sais pas tellement comment les choses se sont enchaînées, mais je me suis retrouvé à faire ce qu'on appelle du journalisme d'investigation. Je n'ai pas tout à fait encore compris ce que c'était. Surtout, je ne sais pas la différence entre ce qu'est le journalisme d'investigation et le journalisme. Disons que le journaliste d'investigation, c'est le type qui a le temps de retourner plus de pierres que le journaliste journaliste, puisque le journaliste, il doit rendre son sujet à midi, par exemple. Mais au fond, on fait le même boulot. Donc journaliste, ouais. Puis bon, de plus en plus j'ai fait des documentaires, ce qui fait appel à un savoir-faire différent, supplémentaire, un savoir-faire narratif qui est pas forcément enseigné dans les écoles de journalisme, disons. Et donc voilà, je fais des documentaires, principalement des documentaires pour Canal+, de temps en temps Arte. Vous êtes le patron de Première Ligne ? J'ai fondé Première Ligne en 2006, quand j'ai quitté Canal+. Si tu veux que je te raconte ma bio, donc je suis passé par CAPA en télé, au milieu des années 90, puis je suis devenu rédacteur en chef d'une émission qui s'appelait Le Vrai Journal, qui était présentée par Carl Zéro, c'était il y a longtemps. Et puis je suis rentré à Canal, à l'invitation d'Alain Degreffe, qui était le directeur des programmes à l'époque, et j'ai fait une émission d'enquête et de reportage qui s'appelait 90 minutes, qui a commencé en 1999 et qui s'est terminée en 2006, et qui s'est livré à diverses enquêtes, dont certaines assez tonitruantes. Celle dont je me souviens avec le plus de retentissement, c'était celle sur le massacre à l'Hôtel Ivoire, en Côte d'Ivoire, quand l'armée française avait ouvert le feu sur des manifestants désarmés. Là, le niveau de pression avait été assez élevé. De pression par qui ? De pression politique, évidemment, puisqu'on avait forcé le ministère de la Défense à reconnaître qu'ils avaient fait usage d'armes létales sur des manifestants, notamment 300, je me rappelle, c'était 300 munitions explosives sur les ponts de la Lagune. Donc après, Canal avait un petit peu changé d'identité, il y avait les nouveaux gars qui étaient arrivés, les gars de Vivendi, ça se passait, disons. Il y avait des conflits, mais il y a un moment où le niveau déontologie. C'est pas vraiment la déontologie, mais tout était fait dans le conflit, et c'est super fatigant de travailler dans le conflit. Donc voilà, je suis parti, tout en continuant à bosser pour Canal+. Mais j'ai fondé ma boîte, j'ai fondé une boîte indépendante, avec les valeurs qui sont les miennes, en gros, c'est-à-dire essayer de s'approcher de quelque chose de difficile à attraper qui s'appelle la vérité, et essayer de ne pas être prisonnier des stéréotypes, des discours dominants, et y compris de ses propres préjugés, ça c'est le plus dur,
et donc d'avoir un peu un œil neuf, un œil frais sur les sujets qu'on aborde. Donc Cache Investigation par première ligne, c'est ça? Cache Investigation, ça arrive donc il y a 4 ans. Ça arrive, c'est une sorte de conjonction d'événements. Il y a des gens qui nous rejoignent de CAPA, Laurent Richard, Jean-Pierre Canet, qui pareil appartenaient un peu à la même culture, Canal, etc. Il y a Élise à qui Élise Lucet, à qui la direction de France 2 confie un magazine d'investigation économique. Et voilà, c'était un peu naturel, on se connaissait depuis longtemps parce qu'on faisait un peu le même boulot, on se respectait, on s'aimait bien, on aimait bien les trajectoires suivies. Elle voulait faire quelque chose sur le plan narratif de beaucoup plus libre, de beaucoup plus ouvert, de moins corseté que ce qu'on avait fait jusqu'alors. Nous aussi, ça tombait bien. Et voilà, est né Cache Investigation qui a tout de suite rencontré l'intérêt du public et l'estime des confrères. Ce qui est très important quand on fait ce genre de boulot, parce que l'investigation, c'est, disons, un terrain sur lequel on se crée beaucoup d'inimitié. On s'en prend souvent à des gens qui, quand ils vous aiment pas, ont les moyens de vous faire taire. Ou de vous faire taire ou de vous ennuyer considérablement. Qu'est-ce que vous vouliez montrer, qu'on a sous-estimé le rôle des milices d'extrême droite? Les milices d'extrême droite ont en fait été la première ligne paramilitaire pendant la révolution de Maïdan. C'est-à-dire quand il y a eu des affrontements avec la police, des affrontements violents, c'est eux, notamment le secteur droit et la milice de Svoboda, qui ont assuré le premier choc. Et sans eux, sans ce bras armé, la révolution n'aurait pas pu avoir lieu. Simplement, une fois que le président corrompu a quitté le pouvoir, ces groupes armés, ils ne sont pas rentrés chez eux, ils ne se sont pas dissous. Ils se sont constitués en forces politico-militaires, 3 grands groupes. Ils ont pris des casernes, ils ont pris les armes parce qu'il fallait aller se battre contre les Russes quand les Russes ont envahi l'Ukraine à l'Est. Et même après les accords de Minsk et le cessez-le-feu, ils n'ont jamais rendu les armes et ils se sont calés sur leur propre agenda. Et surtout, ils sont devenus des groupes totalement incontrôlés qui vont, dans certains cas, se livrer à des exactions qu'on a passées sous silence. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites passer sous silence? Ça veut dire que ça a été masqué, on l'a pas voulu le voir ou on l'a sous-estimé, tout simplement? Je pense que, en fait, c'est absolument pas de la censure parce que je traite de manière très profonde un massacre qui a eu lieu à Odessa où 45 russophones, donc des gens qui étaient pour leur attachement à la Russie, ont été brûlés vifs dans la maison des syndicats sans que personne dans le grand public vous posez la question. En fait, le test, est-ce que vous savez que 45 russophones ont été brûlés vifs à Odessa en 2014? Personne ne le sait, y compris moi. Quand je commence cette enquête, je l'ignore. C'est pas qu'on ne l'ait pas traité du tout. On l'a sous-traité. On n'en a pas fait une priorité. Il n'y a pas eu de réaction des chancelleries, il n'y a pas eu de réaction des ministères des Affaires étrangères qui auraient émis des communiqués en disant « mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi vous ne contrôlez pas ces milices ?» Donc en fait, dans la tête du grand public, dans sa perception, il n'est rien resté. Parce que ça n'arrangeait personne d'en parler? Parce que en fait, assez vite, on a construit une narration en ce qui concerne l'Ukraine avec des bons et des méchants. Les bons étaient à 100% les gens qui avaient fait la révolution, qui avaient renversé Yanukovych, et les méchants étaient forcément les russophones. Ce qui, en gros, n'était pas tout à fait faux, sauf que la réalité, c'est qu'au sein des nationalistes ukrainiens, il y avait des bandes armées extrêmement violentes et qu'il fallait un peu de lucidité journalistique ou un peu de lucidité citoyenne pour voir vraiment de quoi ils étaient capables. En tout cas, ce documentaire, il ne fait pas l'unanimité, il faut bien le dire. Il y a eu plusieurs articles assez critiques sur votre film. Alors, il y a eu des articles de spécialistes de l'Ukraine, il y a eu aussi un article de militants. Il y a eu un article du Monde aussi qui parlait de votre vision, je cite, déformée de l'Ukraine. Vous avez eu l'impression d'avoir exagéré un propos, de ne pas avoir suffisamment étayé votre démonstration? L'Ukraine, en septembre, a émis une liste d'interdiction du territoire de 40 journalistes, dont il considérait que le traitement n'était pas en sa faveur, le gouvernement ukrainien. Il se trouve que la personne qui a chroniqué mon film est le journaliste du Monde, puisque c'est le seul vraiment article critique dans la presse indépendante, qui doit travailler en Ukraine. Donc effectivement, je dirais, j'arrive, je mets en lumière des zones qui allaient rester dans la pénombre. Il me dit j'exagère, mais il faut savoir que travailler en Ukraine, c'est pas facile. On n'est pas sûr de pouvoir rester sur le terrain ad vitam aeternam. On peut se faire interdire l'entrée du territoire. Donc moi, le fait qu'ils disent que j'ai un peu forcé le trait, ça ne me surprend pas vraiment, quoi. On vous accuse aussi d'épouser d'une certaine manière la thèse selon laquelle, c'est la thèse du Kremlin en tout cas, qui la Russie a accusé justement la révolution ukrainienne d'avoir été soutenue, voire téléguidée par les milices d'extrême droite. Alors,
par rapport à ça, moi, j'ai une réponse très simple. C'est que je me dis, quand on me dit, ouais, mais vous faites la propagande du Kremlin, moi, je ne fais pas la propagande du Kremlin, parce que je dis dans le film qu'ils sont des agresseurs, qu'ils ont envahi le pays avec leurs hommes et leurs armes et leurs chars. Mais refuser de dire quelque chose de peur de faire la propagande d'un camp, c'est soi-même être propagandiste. C'est soi-même accepter d'occulter la vérité. Donc moi, j'essaie de faire œuvre de journalisme et de mettre la lumière sur quelque chose qui avait été dissimulé jusqu'alors. Alors, donc ça, c'était pour la présentation de Moreira et aussi pour la petite présentation de comment son film documentaire, donc Ukraine, les masques de la Révolution, avait été reçu en 2015. Donc, je vais revenir sur quelques propos très intéressants de Moreira. D'abord, je vais vous montrer l'agence de presse qu'il a fondée, puisque c'est un site internet. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez la regarder. Donc, je vais vous partager l'écran pour que vous voyez ce site internet. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'appelle Première Ligne, hein, c'est comme ça qu'il l'a appris. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc il y a plusieurs articles qui parlent de sujets différents. Vous voyez, il y a la pollution, Carlos Ghosn qui s'était évadé de sa prison au Japon, et ça n'avait ému personne en France. Et puis il y a un article sur les bénévoles du Donbass, la résistance invisible, mais là c'est des personnes qui sont dans le Donbass mais qui résistent aux méchants Russes agresseurs. Voilà, donc ça c'est le site internet de Première Ligne, l'agence de presse fondée donc par Paul Moreira. Bien sûr, il n'est pas tout seul. Là, on a la présentation de son agence, donc il est pas tout seul. Et vous voyez toutes les personnes qui travaillent avec lui. Voilà. Donc ça, c'est ce que fait Paul Moreira depuis qu'il a décidé justement de travailler en journaliste indépendant. Alors, si vous avez bien entendu, il a dit à un moment donné que lorsqu'on fait du journalisme d'investigation, on s'attire des inimitiés, c'est-à-dire qu'on s'attire des ennemis qui essaient de vous faire taire ou qui essaient de vous causer des problèmes pour que vous ne continuiez pas votre travail d'investigation. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui lui est arrivé lorsque il a diffusé son film documentaire sur les masques de la Révolution en Ukraine. Mais ce que vous avez remarqué sûrement lorsqu'il présente à France Info, donc en février 2016, lorsqu'il présente son film, vous avez sûrement remarqué qu'il n'est pas, comment dire, il prétend qu'il doit essayer de s'approcher de la vérité et surtout de ne pas être prisonnier de ses propres préjugés. Ça, c'est ce qu'il prétend. Et pourtant, eh ben, on peut quand même le prendre en flagrant délit de préjugés, puisque dans cette petite entrevue à France Info en février 2016, il affirme que les Russes avaient envahi l'Est de l'Ukraine. Et là, c'est totalement faux, parce que si c'était, comme l'avait dit Christelle Léant dans un extrait que je vous ai passé vendredi dernier, si il y avait eu véritablement, à partir de l'été 2014, l'automne 2014, s'il y avait eu, premièrement, des véhicules de l'armée russe ou des soldats de l'armée russe qui étaient effectivement rentrés sur le territoire du Donbass, donc les deux républiques autonomistes de Donetsk et de Lugansk, s'il y avait eu de tels véhicules ou de telles troupes, eh bien, forcément, avec les moyens satellitaires actuels, on en aurait trouvé la trace. Et là, effectivement, que le gouvernement de Kiev aurait pu donner des preuves de cette prétendue invasion de l'armée russe en été ou à l'automne 2014. Donc là, ce que dit Paul Moreira, eh bien, objectivement, c'est faux. Voilà. Et ce qui me choque dans la façon dont il le dit, c'est que c'est contradictoire avec ce qu'il prétend par ailleurs, c'est-à-dire vouloir s'approcher de la vérité et donc essayer de vérifier le plus possible ce qu'il dit. Il y a autre chose aussi qu'il dit, qui est à la fois positif et négatif.
Donc, lorsque la journaliste de France Info lui demande comment il explique les réactions négatives qui ont été suscitées par son film documentaire, eh bien, il dit, et ça, il a totalement raison, il dit que il y a eu une narration qui a été construite à propos de l'Ukraine et que dans cette narration, il y avait d'un côté les bons Ukrainiens, c'est-à-dire celles et ceux qui avaient participé aux manifestations de la place Maïdan et qui avaient voulu destituer Yanukovych, et d'un autre côté, il y avait les méchants Ukrainiens qui étaient bien sûr à l'Est, qui parlaient russe et qui étaient évidemment les suppôts de l'agresseur en puissance Poutine. Voilà. Donc là, quand il dit ça, Paul Moreira, il a parfaitement raison. C'est-à-dire, c'est une narration qui s'est mise en place de façon totalement délibérée afin de faire croire qu'il y avait d'un côté les bons Ukrainiens et d'un autre côté les méchants Ukrainiens qui étaient manipulés par la propagande du Kremlin. Voilà. Mais si vous avez bien entendu, juste après avoir dit qu'il y avait une narration avec les bons et les méchants, il dit, en gros, ce n'était pas tout à fait faux. Voilà, c'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même qu'il y a une narration qui est ressortie à la propagande, et d'un autre côté, il vous dit, ben, finalement, c'était peut-être vrai. Donc, c'est hallucinant. Je trouve que c'est vraiment sa contradiction interne. C'est-à-dire que dans son film, comme on va le voir, eh bien, il a vu qu'il y avait des milices néo-nazis, des groupes paramilitaires. Il a vu cela, d'accord? Il l'a montré. Et en même temps, il est capable de vous dire, oui, mais bon, peut-être que dans la narration des bons Ukrainiens contre les méchants, c'était peut-être pas tout à fait faux. Voilà. J'appelle ça une contradiction presque schizophrénique. OK. Et il donne aussi une information très intéressante. Il dit que lorsqu'il répond à la journaliste, à la présentatrice de France Info, qui lui dit « mais vous avez été critiqué par certains de vos collègues à cause de ce film, etc. » Et il dit, et ça veut dire qu'il l'a vérifié, qu'en septembre 2015, le gouvernement de Kiev, donc c'est un gouvernement qui a été mis en place à la suite des manifestations violentes manipulées par des groupes d'extrême droite et parce qu'il y avait le parrainage des États-Unis. Donc, le gouvernement de Kiev, à partir de février-mars 2014, ce gouvernement-là, eh bien, Paul Moreira nous dit qu'en septembre 2015, donc il y avait déjà les combats dans le Donbass entre les populations russophones, en effet, qui protestaient contre le coup d'État, et puis les forces armées ukrainiennes de Kiev. Donc, il y avait déjà ces conflits-là. Donc, Paul Moreira nous dit qu'en septembre 2015, le gouvernement de Kiev a interdit à 40 journalistes de venir travailler sur le territoire ukrainien. Et ça, je ne sais pas si ça fait aussi les gros titres de la presse télévisée. Donc, le gouvernement de Kiev interdit à des journalistes de venir travailler sur son territoire, et Paul Moreira nous donne la raison. Il nous dit, c'est parce que le traitement de l'information par ces journalistes ne plaît pas au gouvernement de Kiev. Voilà, donc ça, c'est une information hyper intéressante. Et effectivement, si le gouvernement de Kiev interdit à des journalistes de venir travailler sur son territoire parce que lorsque les journalistes rapportent ce qu'ils et elles voient sur le territoire, ça ne plaît pas au gouvernement ukrainien, c'est bien la preuve qu'il y a une volonté de mettre sur le devant de la scène la narration entre les bons Ukrainiens et les méchants Ukrainiens à l'Est. C'est la preuve de la volonté délibérée de toujours établir cette narration entre les bons et les méchants. Mais ça, Paul Moreira, il le dit juste une phrase et puis après, il passe à autre chose. Voilà. Il y a aussi autre chose qui est intéressant dans ce qu'il dit, lorsqu'il explique que parmi les gens qui l'ont critiqué, il dit qu'il y a des spécialistes militants. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, ça, spécialiste militant. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont spécialistes d'un sujet, mais qui vont, parce que ces personnes ont un certain point de vue, et c'est tout à fait normal, qui vont avoir une version militante de la réalité que ces personnes présentent. Et ça, c'est valable pour tous les spécialistes.
tous les spécialistes qui sont sur les plateaux télé ou qui écrivent dans les journaux sur l'Ukraine depuis 8 ans, effectivement, ils peuvent être spécialistes dans le sujet, mais n'empêche qu'ils et elles ont un côté militant. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas parce qu'une personne est spécialiste d'un sujet qu'il est expert d'un sujet, c'est pas pour ça qu'il faut croire que ce que va dire cette personne, c'est totalement objectif. C'est pas vrai. Donc, le fait qu'on soit spécialiste militant, c'est une réalité. Et ça, je trouve intéressant que Paul Morera le reconnaisse. Le problème, c'est que quand il croit toujours à cette narration entre les bons et les méchants, il fait comme si ce qu'il venait de reconnaître, c'est-à-dire il y a des spécialistes en effet, mais qui sont militants, donc qui ont un point de vue vraiment engagé, il fait comme si ça n'avait pas d'effet sur la vision que donnent ces spécialistes. Et pourtant, ça en a une. Et un exemple de ces spécialistes militants que je vais vous présenter dans une prochaine émission, c'est par exemple l'académicienne française qui s'appelle Hélène Carrère-Donkos et qui est elle aussi spécialiste de la Russie, mais qui a un point de vue militant, qui a un point de vue engagé. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer la portée de cet engagement militant, même chez des spécialistes ou même chez des experts. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, sur ce qu'il a dit. Alors, il a dit quelque chose aussi de très intéressant à la fin, quand la présentatrice de France Info lui dit « Mais vous comprenez, on vous a accusé d'exagérer et surtout de donner le point de vue du Kremlin. » Et là, Paul Morera, il a dit quelque chose de super intéressant et super vrai. Il a dit « Si vous ne dites pas quelque chose qui est vrai, dont vous ne pouvez pas nier la réalité, si vous ne parlez pas de cette chose, eh bien, à ce moment-là, vous faites la propagande de l'autre camp. De l'autre camp. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous disais au début, en vous présentant cette émission, que le narratif ukrainiste, comme le narratif covidiste, il est basé à la fois sur des mensonges, c'est-à-dire on vous dit des choses qui ne sont pas vraies, mais il est aussi basé sur des omissions. Et les omissions, ce sont aussi des mensonges, parce qu'on vous cache une partie de la réalité. Et donc, Morera a raison de souligner que si, en tant que journaliste, il avait accepté de ne pas parler de certaines choses, parce qu'il craignait que s'il en parlait, on lui dise « vous faites la propagande du Kremlin », eh bien, dans ce cas-là, il aurait fait la propagande de l'autre camp. Et l'autre camp, j'espère que si vous avez écouté les émissions précédentes, vous en êtes persuadés, l'autre camp, c'est non seulement le gouvernement de Kiev, mais le gouvernement des États-Unis qui soutient, bien sûr, le gouvernement de Kiev depuis des années. Voilà. Donc ça, je trouvais intéressant. Paul Morera, si vous voulez, je pense qu'il a quand même des œillères, mais il me semble quand même honnête dans sa façon de faire son travail. Alors, pour revenir donc à son documentaire, je vais vous montrer quelques points de son documentaire dont il a parlé dans l'extrait que vous avez entendu. Donc ça, c'est la fiche du documentaire. Et la première chose dont il dit que ça l'a frappé, quelque chose qu'il a découvert et que personne d'autre ne relayait, c'est le fameux massacre d'Odessa dont je vous ai parlé vendredi dernier, c'est-à-dire que dans cette ville, à Odessa, eh bien, il y a eu, le 2 mai 2014, il y a eu une troupe de militants d'extrême droite ukrainiens du centre et de l'ouest, bien sûr, donc une troupe de militants d'extrême droite et néo-nazis, qui sont venus, en gros, casser du pro-russe à Odessa. Parce que depuis les manifestations du Maïdan et depuis la destitution d'Yanukovych, eh bien, il y avait toute la population plutôt russophone, donc à l'est et au sud-est de l'Ukraine, qui avait commencé à faire des manifestations anti-Maïdan, parce que ces populations considéraient que la révolution de la dignité, soi-disant, était un coup d'État. Et donc, il y a commencé à avoir des affrontements entre les pro-Maïdan et puis les anti-Maïdan. Et donc, à Odessa, il y avait depuis plusieurs jours, il y avait un rassemblement de citoyennes et de citoyens ukrainiens qui étaient anti-Maïdan. Il y avait un rassemblement devant le bâtiment que vous voyez là et qui est la maison des syndicats. Eh bien, le 2 mai, il y a eu des troupes de paramilitaires et de militants d'extrême droite et néo-nazis qui sont venus de plusieurs autres villes et qui sont arrivés à Odessa pour casser
du pro-russe qui était donc devant la maison des syndicats. Et comme vous le dit Paul Moreira, eh bien, il y a eu ce jour-là 48 personnes qui sont décédées et certaines ont été brûlées vives parce que les militants d'extrême droite ont mis le feu donc à ce bâtiment. Et donc depuis cette année, depuis cette année-là, depuis 2014, eh bien tous les ans à la même date, il y a des personnes qui commémorent ce massacre. Et là, vous voyez donc les photos, une grande affiche avec les photos de toutes les personnes qui sont décédées à cause de ces militants ultranationalistes et néo-nazis. Voilà. Et ce que dit donc Paul Moreira, c'est que lorsque lui a commencé son enquête, eh bien, il a découvert ce massacre, et surtout ce qui l'a choqué, c'est que cet événement, qui était la preuve d'une certaine nazification de la population, en tout cas au centre et à l'ouest de l'Ukraine, eh bien cet événement a été passé sous silence dans les médias occidentaux, et notamment en France. Et lorsque l'animatrice de France Info lui demande s'il considère que cela c'est de la censure, là il est assez hésitant, Moreira. Il dit non, c'est pas vraiment de la censure, mais enfin on l'a sous-traité. On a sous-traité cet événement. Eh bien non, pas du tout, monsieur Moreira. Cet événement n'a pas été sous-traité. Cet événement a été totalement passé sous silence. Voilà, c'est tout. Il faut juste dire les choses comme elles sont. Et donc, ce qui a provoqué vraiment des critiques contre Moreira lorsqu'il a diffusé son film, c'est qu'il a montré des images justement de ces militants néo-nazis. Alors, je vous en ai parlé beaucoup plus longuement dans l'émission de vendredi dernier, donc là, je vais passer assez rapidement. Donc, il fait allusion à un groupe paramilitaire qui s'appelle Pravi Sektor, secteur droit. Donc, vous voyez les couleurs rouge et noir, vous voyez le symbole du trident. Il fait allusion, alors, il n'a pas fait allusion à un autre groupe paramilitaire qui s'appelle le Trizub. Ça veut dire trident en ukrainien, et c'est l'ancêtre de Pravi Sektor. Et ce Trizub donc a été créé en 1993 par une organisation néo-nazie, enfin ultranationaliste, mais qui se révèle vite d'inspiration néo-nazie, qui s'appelle le Congrès des nationalistes ukrainiens. Et donc, vous reconnaissez cette forme du trident qui se retrouve à peu près sur tous les drapeaux ou sur toutes les bannières des groupes nationalistes ukrainiens. Et cette organisation, donc le Trizub, cette association, a été fondée pour rendre hommage à un bonhomme, un individu que vous voyez en bas à gauche de l'écran, qui s'appelle Stepan Bandera et qui, lui, est un authentique nazi dans les années 1930 et qui a activement collaboré avec l'armée allemande et les divisions SS nazies dans l'ouest de l'Ukraine. Alors, dans son film, Paul Moreira parle aussi du bataillon Azov. Et là, je vous remontre l'écusson donc du bataillon Azov, dans lequel vous voyez des insignes explicitement nazis, puisque vous avez le soleil noir nazi au centre, et vous avez à droite l'emblème de la division SS Das Reich. Et ça se retrouve donc dans l'écusson de Azov. Et là, je vous remontre des photos de miliciens de cette organisation paramilitaire. Et dans la photo en bas à gauche, je rappelle qu'il y a donc le drapeau nazi avec la swastika, et puis il y a aussi à gauche, il y a le drapeau de l'OTAN. Donc cette image est le symbole même du lien entre le régime de Kiev qui s'est installé à partir de février 2014, qui est ouvertement parrainé par les États-Unis, qui est soutenu aussi par l'OTAN et qui a engagé, qui a profité et ensuite qui a essayé de recycler les milices paramilitaires néo-nazis. Voilà. Et il est remarquable que dans le documentaire de Paul Moreira, eh bien, cette photo, la photo en bas à droite, elle n'apparaît jamais. Et Paul Moreira ne se prononce absolument pas sur les liens entre ces groupes ultranationalistes néo-nazis qui soutiennent le régime de Kiev et le gouvernement des États-Unis. Ça, et encore moins avec l'OTAN aujourd'hui. Ça, il n'en parle quasiment jamais.
Et donc, dans son film, eh bien, c'est cela qu'il montre. Ce sont des événements comme ça ou des réalités comme celle-ci qu'il montre. Et c'est ça, justement, qui a, à l'époque, qui lui a causé pas mal de critiques de la part de ses collègues. Voilà. Donc, on va maintenant passer... parce qu'après, je vais parler d'un autre bataillon dont il ne parle pas dans les masques de la Révolution, mais dont il va parler dans l'entretien avec Thinkerview. Donc, on va repartir sur l'entretien avec Thinkerview, donc qui date du 22 juin 2016. Et donc là, vous allez de nouveau l'entendre parler de la façon dont il a été critiqué par de prétendus collègues journalistes. L'Ukraine. Tu as fait un reportage sur l'Ukraine, Ouais. tu t'es fait vilipender un peu par une partie de ta... Excuse-moi de parler comme ça, mais une partie de ta caste. J'ai une caste. Bah, la caste journalistique. Ah oui. Ouais, minuscule. Ouais, mais bon. Comment ça s'est passé? Comment t'es parti là-bas? Qu'est-ce que t'as vu? Quels ont... Allez, délaye. Alors, l'Ukraine, moi, c'est un endroit que je connaissais pas du tout. Et en fait, moi, ce qui me fascine dans ce métier, et pourquoi je le fais, c'est les histoires de perception. Je suis toujours très intéressé de voir comment les perceptions se construisent, parce que je pense que c'est ça aujourd'hui la définition de la propagande. C'est la guerre de la perception. Et dans le cas de l'Ukraine, encore une fois que je ne connaissais pas du tout, que j'étais pas allé, c'est un peu en vagabondant sur Internet, comme on le fait tous, comme ça, que je tombe sur une histoire, qui est le massacre d'Odessa. Avec les snipers? Non? Non. Tu vois, même toi, tu sais pas ce que c'est. Ouais, Le ouais. 2 mai 2004, il y a 46 Pour moi. personnes qui ont été brûlées vives Ouais. par des milices d'extrême droite, pas pro-russes, pro-ukrainiennes. Avec... Personne ne le savait. C'est là où il y a eu la femme enceinte avec le fil de téléphone autour de la gorge? Ouais, alors que c'est une photo, on sait pas, enfin, voilà, mais c'est là, l'image vient de là. Et si tu veux, moi je suis journaliste d'investigation, comme on dit, et je tombe sur un massacre en plein milieu de l'Europe qui a eu lieu là, hein, et j'en ai pas entendu parler. Ça me rappelle vaguement un truc, tu vois, et là on est vraiment dans la perception, je me dis, ça me rappelle vaguement un truc, mais j'étais convaincu que c'était l'autre bord, que c'était les pro-russes qui avaient tué des Ukrainiens. Tu vois, dans ma tête, comme ça, de ce qui reste de l'histoire, c'est vraiment l'écume, la perception. Encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais donc je m'adresse autour de moi à d'autres copains journalistes. Et Odessa, ça te dit quelque chose? Et personne ne savait rien. Tu disais, oui, il y a eu un truc, hein, et cette espèce de flou qui m'a fasciné, en fait. Et j'ai commencé à creuser, et là, je découvre un truc hallucinant. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est des heures d'images. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un pogrom qui est filmé. C'est marrant parce que j'ai monté avec un copain, le monteur est un copain israélien, et il dit, j'imaginais pas qu'un jour de ma vie, je verrais un pogrom en train de se réaliser, où les gens perdent la tête, deviennent fous. Ouais. Et donc, plus ça va, plus je me fais happer par ces images, qui sont des images d'une violence extraordinaire. Et je me dis, mais comment on n'en a pas parlé? Et je commence à regarder, et je me dis, non, mais ça n'a pas été censuré. Juste, on l'a évoqué doucement, ça n'a pas été approfondi, il n'y a pas eu de protestation des chancelleries, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'enquête du gouvernement ukrainien. Il n'y a pas eu de forensique, de gens qui sont allés sur place, gratter des éléments, etc. Et là, je commence à me dire, mais c'est délirant, on est en plein cœur du XXIe siècle, le truc, il y a 2 heures d'image là-dessus, et il n'y a quasiment rien dans les médias. Ou pire que rien, parce qu'encore quand un truc est censuré, tu peux dire, ah, censure, et là tu fais décoller l'info. Non, là, c'est filandreux, quoi. C'est à peine évoqué, pas traité, pas vraiment traité. C'est opaque. Donc toi, tu débarques là-dedans. Et donc, je me dis, c'est fascinant, il se passe un truc. Et donc là, je découvre qu'en fait, les méchants du film, dans cette configuration-là, sont précisément les victimes, c'est-à-dire les pro-russes, les russophones, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et là, en fait, petit à petit, ce que je remonte, c'est que
on a une sorte de rigidité dans la perception de ce qui s'est passé en Ukraine. On a donné un chapeau blanc et un chapeau noir aux deux camps, sans chercher à être un peu complexe quoi, dans ce qui s'était passé. Et je découvre... Alors j'avais entrevu, quand je voyais les JT pendant Maidan, je voyais des images un peu bizarres, de mecs avec des symboles un peu bizarres. Je me disais, mais c'est qui ces mecs-là? Et c'était, à mon sens, pas suffisamment traité, quoi. Et donc je découvre qu'il y a Azov, Pravi Sector, donc en gros des milices dont les dirigeants sont historiquement appartiennent à des groupes néo-nazis. Mais enfin des types assez, c'est transparent quoi. Ces gens-là, ils sont backés par qui? Ils sont financés comment? Est-ce que tu t'es renseigné sur ça? Oui, ils ont été. La position de l'ambassade américaine sur place, comment ça se passe? Alors les Américains. Ça, c'était l'autre truc intéressant, mais les Américains, ils préféraient ne pas se retrouver dans une histoire où il y a des néo-nazis. J'en doute pas une seconde. Ils préféraient la révolution orange avec des gens présentables que d'avoir Azov et Pravi Sector dans le bouillon. Sauf que la tendance lourde du département d'État étant... de stimuler les révolutions. Au moins de faire de ce qu'on appelle du containment de la Russie. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas perdu... Alors déjà, dans ton mot containment, ça veut dire quoi en français? Contention. Contention. C'est contenir, tu vois. Voilà. C'est l'idée de contenir, mais au sens proactif du terme. C'est pour ça que j'aime bien contention. Mais dans la prise de contrôle de la dialectique, c'est contenir, ou c'est freiner, ou c'est contenir contre quoi? Une invasion russe? C'est pour ça que j'aime bien contention, parce que une bande de contention, c'est non seulement quelque chose qui te tient, mais c'est même quelque chose qui te pousse, qui te tire. Et c'est vrai que c'est un secret pour personne qu'il y a l'OTAN tout autour de la Russie. Donc, il y a, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a eu une sorte de poursuite de la logique du côté des Américains en tout cas, de grignoter ou de contenir, grignoter c'est pas le bon mot, mais de contenir l'espace de l'Empire russe. Qu'est-ce qui se passe quand un bas de contention, comme tu dis, est trop serré? Non, il se passe ce qui s'est passé en Ukraine. C'est pas ce qui s'est passé en Ukraine. Je pense qu'effectivement, il ne fait pas tellement de doute que les Russes sont très actifs dans le Donbass. Pourquoi? Ils sont très actifs parce que, c'est les marches de chez eux. 2, il y a beaucoup de Russes, et quand même énormément de Russes qui sont dans cette zone-là, de russophones ou des gens d'origine russe, qui se sentent menacés par l'ultranationalisme ukrainien. Enfin, après, il y a des raisons objectives à ça. Mais les Russes, ils ont un intérêt géostratégique évident à créer une sorte de zone tampon, à favoriser une zone tampon dans l'est de l'Ukraine. Et c'est évident qu'ils le favorisent. Le degré d'engagement des Russes, il y a des versions diverses, mais c'est évident qu'ils sont là. C'est évident que c'est leur intérêt. Mais un intérêt pour envahir ou un intérêt pour résister? Non, moi je pense que si les Russes, le schéma un peu mécanique et brutal, les Russes veulent envahir l'Ukraine, ils en ont pour quelques heures. Hein. Si c'était ça leur projet. Non, les Russes veulent, à mon sens, mais c'est une analyse, parce que je suis en train de te parler d'un truc que j'ai pas enquêté, parce que j'aime pas énormément. J'ai beaucoup enquêté sur les milices d'extrême droite ukrainiennes et leur utilisation comme supplétif par le pouvoir ukrainien, et une partie du département d'État américain qui préfère ne pas s'intéresser trop à qui sont de fait les alliés sur le terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Tu remarqueras que le département d'État américain, les gens que tu vois sur place, c'est bon, Victoria Nuland, c'est vraiment le courant néocon. Tu vois pas énormément Kerry, tu vois McCain qui est pas au pouvoir. La frite. Ouais. À chaque fois qu'il passe quelque part, ça crame. Hein. Ouais, mais tu vois McCain et tu vois Nuland, donc c'est une sorte de... Ouais, c'est un courant, qui est le courant néoconservateur. Eux, ils préfèrent s'appeler maintenant, ils ont changé de mot, ils s'appellent le libéral interventionniste. Libéral interventionniste. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc, j'ai pas enquêté profondément sur les intentions des Russes. Mais bon, voilà, il me semble clair qu'ils ont des intérêts évidents à ce que le Donbass reste une zone tampon entre eux et l'Ukraine, quoi.
Les journalistes français, ta perception sur comment la presse française a perçu ton document, a enquêté, contre-enquêté? Est-ce que les réseaux ukrainiens t'ont dit, bon, bah, t'as fait de la merde, ton truc, on peut te le débunker, pour reprendre l'expression consacrée? Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui se sont ralliés à ta cause, ou est-ce qu'ils ont fait un petit peu de l'huile dans sur leur siège? Ils se sont dit, ouh là là, c'est tellement chaud que bon, on va peut-être pas y toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, le groupe, parce qu'il y a un petit groupe qui s'est manifesté. Quel groupe? C'est un groupe de jeunes journalistes qui ont un peu commencé leur carrière en Ukraine, dont c'est la Première Guerre, qui se connaissent bien. Il y a le Benoît Vitkin qui a couvert le conflit pour Le Monde. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Siohan qui a couvert pour Le Figaro. Et en gros, quelques copains autour d'eux. Bon, c'est des gens que j'ai rencontrés à Kiev, que j'ai croisés, avec qui on a échangé quelques mots, dont j'ai su, par mes contacts en Ukraine, les gens avec qui je travaillais, qui s'étaient sentis humiliés par mon film. Je comprenais pas pourquoi ça me revenait, quoi. Pourquoi humilier? Je ne parle absolument pas du traitement de l'affaire ukrainienne par les médias français. Mais à aucun moment, je ne cite pas le mot, quoi. Mais je crois que le fond de l'affaire, c'est ça. C'est-à-dire que je passe la moitié du documentaire à parler du massacre d'Odessa. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas écrit une ligne dessus. Pas une ligne. Un gars comme Stéphane Siohan, qui a été le plus agressif à mon égard, qui est un multipigiste, mais qui travaille notamment pour le Figaro, il avait fait pour elle un portrait d'une combattante ukrainienne, nationaliste ukrainienne. Le titre du portrait, il y a des très belles photos d'une jolie blonde comme ça, avec une arme, en uniforme. C'était une guerre si particulière, un truc un peu adolescent, romantique. En fait, en contre-enquêtant, on s'est aperçu qu'elle faisait partie d'un groupe néo-nazi. Son site, sa page Facebook, elle appelait au génocide. Et du coup, elle avait été obligée de s'excuser au numéro suivant, de dire on savait pas qu'elle était nazie. Mais Siohan, il devait le savoir qu'elle était nazie. Et alors, le truc amusant, si tu veux, c'est que quand je vends cette l'idée de ce film à Canal+, tu sais, on fait toujours un petit dossier pour leur dire c'est une histoire intéressante, etc. La photo que je mets en couverture, c'est précisément l'histoire de ce scandale créé par Stéphane Siohan dans l'histoire de Elle, dans le portrait de la néo-nazie non identifiée comme néo-nazie. Et donc je leur explique, c'est intéressant parce que voilà, on a une perception naturelle qui est de dire ils sont formidables, les nationalistes ukrainiens, ils sont tellement jolis, ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement blonds. Mais en vérité, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui empêche d'aller un peu plus loin que la fable qu'on nous sert. Et Stéphane Siohan, c'est sûrement un journaliste correct, je dis pas le contraire, hein, mais lui-même se fait avoir, quoi. Il fait un portrait magnifique d'une néo-nazie en dissimulant. Je dis dissimuler, je sais pas, peut-être qu'il ne le savait pas, j'en sais rien, mais en tout cas en omettant d'enquêter sur qui est cette personne, oblige Elle, qui est un grand journal français, à présenter des excuses pour avoir fait la promotion d'une néo-nazie la semaine suivante, tout en allant, enfin je veux dire, l'histoire dans l'histoire, c'est que quand même, il se rend dans une région dont il sait parfaitement que le groupe auquel appartient cette jeune femme, qui est le bataillon Haïdar, se rend coupable des actions, puisque 2 semaines auparavant, Amnesty International avait sorti un rapport là-dessus, en disant autour de Lugansk, qui est l'endroit où il est allé, il y a des exactions commises par ce bataillon. Donc au minimum, tu poses la question, au minimum, tu prends une petite distance, et puis tu fais attention, quoi. Donc voilà, j'ai effectivement, j'avais utilisé cette espèce de preuve spectaculaire d'une sorte de paresse intellectuelle qui faisait voir les choses en blanc et noir pour vendre mon Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que c'est généralisé, la paresse intellectuelle chez les journalistes? En fait, le plus grand danger du journalisme, c'est le panurgisme. C'est le panurgisme, ouais, d'accord. Ouais, c'est de la pensée de groupe. Tu vois, et là, moi, je me suis retrouvé face à un exemple de pensée de groupe sur l'Ukraine. Honnêtement, pas de gens... Je ne voudrais pas les vexer, mais pas de gens très brillants, pas de gens que je respecte énormément, des gens, la plupart d'entre eux, je connaissais pas leur nom, quoi. J'avais jamais rien lu d'eux. Mais, enfin voilà, mais
il faut se méfier de la pensée de groupe. Alors, Moreira, il a parfaitement raison de dire qu'il faut se méfier de la pensée de groupe et il faut se méfier de la paresse intellectuelle. Mais ce que je trouve frappant lorsqu'il parle justement des quelques journalistes, ou plutôt journaleux, qui l'ont critiqué lorsqu'il a présenté des images de la réalité néo-nazie dans l'Ukraine du centre et l'Ukraine de l'Ouest, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que il ne parle pas de propagande. C'est-à-dire, il ne se pose pas la question, est-ce que le fait d'omettre une réalité de l'idéologie néo-nazie chez une jeune ukrainienne présentée comme une nationaliste qui défend sa nation contre les méchants Russes agresseurs, est-ce que ce fait de l'omettre, son idéologie néo-nazie, est-ce que ça, ce n'est pas de la propagande? Alors que justement, lorsque vous l'avez entendu répondre à l'animatrice de France Info, c'était quelques mois plus tôt en 2016, là il a dit si on omet de parler d'une réalité, eh bien on fait la propagande de l'autre camp. Tout simplement. Mais là, bizarrement, quand il discute avec le gars de Thinkerview, là non, le mot de propagande chez des gens qui présentent uniquement les bons Ukrainiens, là, il ne veut pas en parler de cet aspect-là. Alors, je vais vous montrer donc les personnes dont il parle, c'est-à-dire quelques-uns de ces journalistes qui l'ont critiqué. Donc là, vous avez un journaliste du Monde qu'il a cité, qui s'appelle Benoît Vitkine. Donc, monsieur Benoît Vitkine, vous voyez, il est chef adjoint du service international du Monde. Donc, après le covidisme, on sait très bien ce qu'on doit penser de l'objectivité du monde. Et monsieur Vitkine, il surfe évidemment sur sa notoriété de journaliste du Monde. Et là, vous voyez qu'il a écrit en 2020 un roman. C'est pas du tout un livre objectif, hein, qui se veut objectif. Donc, c'est un roman qu'il a écrit en 2020. Et puis, le multipigiste, comme il l'appelle, Moreira, qui a fait cet article qui s'est révélé donc mensonger par omission. Donc c'est un jeune qui s'appelle Stéphane Siohan et il a fait donc en 2014. Donc voilà, je vous montre l'article dont parle Moreira. Donc ce Stéphane Siohan, il a fait le portrait, comme il dit Moreira, le portrait un peu romantique de la jeune nationaliste qui défendait sa nation, etc., et qui prenait les armes, Et effectivement, cette jeune journaliste, en fait, c'est une néo-nazie. C'est une néo-nazie qui fait partie d'un bataillon qui s'appelle le bataillon Haïdar. Et effectivement, le journal Elle, qui avait publié cet article de Stéphane Siohan, a été obligé, la semaine suivante, de publier un démenti et de publier des excuses parce que lorsque l'article de Stéphane Siohan était paru donc dans Elle, dans la semaine du 14 au 20 novembre 2014, eh bien, il y avait heureusement, il y avait des citoyennes et des citoyens qui ont enquêté et qui ont justement apporté la preuve que cette gamine, donc que vous voyez à gauche, que cette gamine, en fait, elle appartenait au bataillon Haïdar et que donc elle avait une idéologie nazie, tout simplement. Et là, vous la voyez faire le salut hitlérien devant, encore une fois, une bannière avec le fameux trident qui devient l'emblème du nationalisme, de l'ultranationalisme ukrainien. Donc ce Stéphane Siohan, eh bien, en fait, il n'a pas du tout été, déconcerté ou complexé par son erreur journalistique. Et d'ailleurs, c'est le journal, Elle, qui s'est excusé, mais c'est pas Stéphane Siohan qui s'est excusé, justement. Eh ben, il a réitéré, puisque cette année, il a publié un livre qui s'appelle « Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros ». Vous voyez? Et donc, ce Stéphane Siohan, voilà ce qu'il dit lorsqu'il est interrogé sur son livre. Donc ça, c'est un entretien qui est paru le 5 juin 2022 dans un site qui s'appelle DiploWeb. Donc, il dit que non, il n'existe en aucun cas une répression des populations russophones en Ukraine. Non. Et la preuve qu'il donne, ce Stéphane Siohan, ce multipigiste trentenaire là, la preuve qu'il donne pour dire que cette répression n'existe pas, c'est que lui, il pratique la langue russe au quotidien depuis 10 ans à Kiev. Ça veut dire que le Stéphane Siohan, il est à Kiev, mais il n'est pas dans le Donbass. Mais pourtant, il vous dit « Ah non, c'est pas vrai, les russophones dans l'est de l'Ukraine, ils sont pas du tout réprimés. Non. » Et puis, il affirme aussi que, eh ben oui, il y a une situation de bilinguisme dynamique, mais pas conflictuelle. Non.
Donc, il oublie bien sûr que juste après la destitution de Yanukovych en février 2014, eh bien, le Parlement de l'Ukraine a abrogé une loi qui datait de 2012 et qui donnait aux Russes le statut de langue officielle dans l'État de l'Ukraine. Donc ça, M. Stefanian, il en parle pas, bien sûr. Hein. Et en plus, il nie la réalité. Et la façon de nier cette réalité, c'est toujours de ne pas en parler. Donc là, je vous remontre une carte qui est la preuve de ce bilinguisme en Ukraine, mais surtout de cette partition. Donc, vous avez au centre et à l'ouest la population qui parle majoritairement l'ukrainien, et puis vous avez à l'est et au sud-est la population qui parle majoritairement le russophone, le russe. Voilà. Et donc ça, monsieur Stéphane Sion, ben, il n'en parle jamais, bien sûr. Mais comme il n'en parle jamais, eh ben, ça lui évite de parler aussi d'une réalité objective dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'en 2014, le 16 mars 2014, la République autonome de Crimée, qui s'était rendu compte que c'était un coup d'État à Kiev en février 2014, eh bien, la République autonome de Crimée a fait un référendum d'autodétermination et à 97%, eh bien, les participants à ce référendum ont voté le rattachement à la Fédération de Russie. Donc ça, c'est une réalité que ni Stéphane Sion, ni Benoît Victine, ni même Paul Morera, jamais ils ne parlent de cette réalité. Et autre référendum qui se sont passés 8 ans plus tard, donc c'était il y a quelques mois, entre les 22 et 27 septembre 2022, eh bien, dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et dans les régions de Kherson et de Zaporozhye, là aussi, il y a eu des référendums où la participation, vous le voyez, a été quasi totale, 97%, 92%. Il n'y a que dans la région de Kherson qu'effectivement là, c'est un peu moins, c'est les 3/4 de la population. Mais à chaque fois, la volonté d'être rattaché à la Fédération de Russie a été ultra majoritaire, enfin quasi totale. Vous le voyez avec les chiffres. Donc ça, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que autant Paul Morera, il est conscient que une façon de censurer une réalité, c'est de ne pas en parler. Il est conscient de cela, puisqu'il vous explique que c'est ce qui l'a frappé lorsqu'il a découvert le massacre à Odessa le 2 mai 2014. Il a été frappé du fait qu'il y avait des heures et des heures d'images, que ça a été filmé en direct et que pourtant, dans les merdières du Grand Chemin, eh bien, personne n'en a parlé. Donc ça s'appelle de la censure par invisibilisation. Et donc, il en est conscient, Paul Morera, mais bizarrement, pour d'autres réalités qui sont aussi totalement ignorées et délibérément par les médias de grand chemin, alors là pour lui, non, il n'en parle pas, c'est pas de la censure. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il a quand même des œillères et qu'il a quand même des préjugés. Et alors, un autre préjugé qui est apparu dans l'extrait que je vous ai montré, c'est lorsqu'il dit que le gouvernement des États-Unis, parce que comme il était à Kiev en janvier-février, il a bien vu effectivement qu'il y avait des représentants du gouvernement des États-Unis. Il y avait notamment Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères que je vous ai montré vendredi dernier. Il y avait un autre homme politique qui s'appelle John McCain, qui a aussi parlé publiquement sur la place Maïdan. Donc, Paul Morera ne peut pas nier l'implication du gouvernement des États-Unis dans le renversement de Yanukovych. Ça, il ne peut pas le nier. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que il fait comme si le gouvernement des États-Unis ne voulait pas trop entendre parler des nazis. Il le dit là dans l'entretien à Thinkerview, il dit « Moi, je crois vraiment que non, je suis sûr, c'est pas possible, le gouvernement des États-Unis ne peut pas soutenir des néo-nazis et ne peut pas encourager le gouvernement de Kiev à utiliser les groupes néo-nazis et les paramilitaires néo-nazis comme supplétifs. » Paul Morera, il se dit « C'est pas possible qu'un gouvernement états-unien puisse faire ça. » Eh ben, il a tort, monsieur Paul Morera, parce que monsieur Paul Morera, eh ben, il connaît pas ce livre que je vais vous montrer à l'écran, qui a été écrit en 2014 par une journaliste, elle aussi indépendante, états-unienne, qui s'appelle Annie Jacobsen, et qui s'appelle l'opération Paperclip, ou en français l'opération Trombone. Ce livre a été publié aux États-Unis en 2014, il n'est toujours pas traduit en France. Et pourquoi il n'est pas traduit en France? Eh bien parce que justement ce livre explique le programme
totalement organisé à partir de 1944 par les services de renseignement états-uniens et notamment par la CIA. Et c'est un programme qui avait pour but de recycler les chercheurs et les scientifiques nazis pour les amener aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, pour leur éviter d'être jugés au tribunal de Nuremberg, pour leur éviter d'être mis en prison ou d'être pendus. Eh bien, ce programme, l'opération Trombone, a été délibérément organisé par les services secrets états-uniens et par la CIA pour recycler 1600 chercheurs et scientifiques nazis, allemands et nazis. Voilà. Et donc, ce livre de Annie Jacobsen, comme je vous le dis, il n'est toujours pas traduit en France, et c'est pour ça que M. Moreira, sûrement, il ne le connaît pas. Hein, et c'est pour ça qu'il peut dire « Ah non, mais moi, je ne peux pas croire que le gouvernement des États-Unis puisse soutenir des groupes néo-nazis. » Bah, excusez-moi, M. Moreira, mais si le gouvernement des États-Unis n'a aucune honte à soutenir soit des groupes islamistes pour gêner les Russes en Afghanistan dans les années 80, ou pour pour recycler des nazis après la Seconde Guerre mondiale pour bénéficier de toutes leurs avancées scientifiques. Voilà, c'est ça les gouvernements des États-Unis. Et donc, ces groupes néo-nazis, eh bien, je vous en montre donc à nouveau, dont je vous ai pas parlé jusqu'à présent, c'est le bataillon Haïdar, donc auquel appartenait la jeune fille qui avait fait l'objet d'un article très romantique dans le journal Elle. Ça, c'est le bataillon Haïdar. Et si vous allez, comme je vous l'ai déjà proposé, si vous allez dans le site de Christelle Néant, Donbass Insider, eh bien, vous trouverez une dizaine d'articles justement sur les différents bataillons et paramilitaires d'ultranationalistes et de néo-nazis ukrainiens. Voilà, vous en trouverez vraiment des dizaines de témoignages. Évidemment, ces articles dans Donbass Insider ont été écrits par des gens qui ont fait des enquêtes sur le terrain. Sur le terrain, évidemment. Donc, je vais vous passer maintenant le documentaire de Paul Moreira, donc celui qui s'appelle « Ukraine, les masques de la révolution ». Donc, je vais vous le diffuser en entier pour que vous puissiez vous apercevoir justement de la qualité, à ce moment-là, de la qualité de journaliste d'investigation de Paul Moreira, en tenant compte, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, en tenant compte des œillères que Paul Moreira, en tant que journaliste français, que Paul Moreira a toujours concernant justement la véritable implication du gouvernement des États-Unis dans ce conflit depuis 2014 et de la volonté du gouvernement de Kiev d'utiliser justement les groupes paramilitaires et les milices néo-nazis, de les utiliser, mais consciemment, parce que plusieurs de ces bataillons et de ces milices ont été, depuis 2014, ont été intégrés dans l'armée régulière ukrainienne. Voilà, ça, il faut le savoir. Et ça, justement, vous pourrez l'approfondir en lisant les articles dans Donbass Insider. Voilà, donc, c'était le documentaire de Paul Moreira, Ukraine, les masques de la révolution, qui date de 2015, mais qui est toujours d'actualité pour comprendre comment le gouvernement de Yanukovych a été renversé en février 2014. Et Paul Moreira le dit très bien à la fin de son documentaire. Il dit « Ce renversement, ce coup d'État n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu les brigades ultranationalistes, les milices néo-nazis qui ont été délibérément entraînées depuis des années par des financements qui provenaient notamment des États-Unis ou qui étaient acceptés par le gouvernement. Et moi, ce qui me choque vraiment à la fin de ce documentaire, après avoir écouté donc plusieurs entrevues avec Paul Moreira, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, il prétend effectivement ne pas vouloir être prisonnier de ses préjugés et vouloir s'approcher le plus possible de la réalité, mais je ressentis vraiment, et là vous voyez c'est la troisième fois que je regarde son documentaire, eh bien je suis de plus en plus frappée par le fait qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout, et notamment de l'implication des États-Unis dans le financement et dans l'entraînement délibéré de ces groupes néo-nazis, et c'est ça qui me peine pour lui.
Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, il faut conserver son documentaire était déjà très, comment dire, très dangereux en 2015 pour la doxa et pour la propagande qui vient des États-Unis et du bloc occidental, puisque, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de cette émission, eh bien, son documentaire a été très vivement critiqué par quelques journaleux. Voilà. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui puisque Lilou va prendre la suite avec son apéro. Et pour nous quitter, eh bien, je vais vous laisser avec une autre version de l'hymne national de Russie. Comme je vous ai dit au début, c'est une version qui montre la diversité des peuples de la Fédération de Russie. Donc, on se quitte avec cet hymne national et je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Au revoir. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великое слово, Твое достояние на все времена. Нам открывают года, нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет.